Bienvenue dans Le Pont des Communs, une émission créée par des progressistes pour des gens qui veulent un autre monde. Aujourd'hui, une question. Comment les réseaux sociaux façonnent l'opinion publique ? On ne peut le nier, les réseaux sociaux sont devenus absolument incontournables dans le débat public. Pour le meilleur, et souvent pour le pire. Ils façonnent l'opinion publique, façonnée par des algorithmes obscurs qui accélèrent une polarisation de plus en plus forte de notre société. Mais alors, sommes-nous condamnés à subir ces réseaux sociaux ? Comment pouvons-nous résister pour que notre démocratie évolue avec ces outils sans sombrer dans l'obscurantisme et le régressisme qui s'emparent de nombreux esprits ? Pour discuter de toutes ces joyeusetés et surtout pour parler aussi de tout ce qui est possible de faire pour un monde meilleur, nous serons aujourd'hui avec Margot, Bonjour. notre chroniqueuse éternelle et toujours, et le petit nouveau qui est plus trop nouveau, Nico. Toujours un petit peu nouveau. Ouais, mais bonjour. Non, mais il est là. Et surtout, aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Guillaume. Salut. Salut Guillaume. Alors Guillaume, j'ai beaucoup réfléchi, regardé à comment te présenter. Mm-hmm. Et je crois que le plus simple, c'est de dire que t'es un TikToker, influenceur, Instagrammeur, étudiant en histoire, un jeune. En sciences politiques, depuis dernièrement, j'ai changé. T'as switch. Ouais. Mais bon, c'est pas le sujet. Je vais pas commencer à m'étaler sur les études. Mais pourquoi, tiens, fondamentalement, pourquoi plutôt la Sciences Po et pas l'histoire ? Parce qu'en fait, ça me plaisait plus, l'histoire. Enfin, si, ça me plaisait, mais juste, j'allais pas utiliser ce diplôme. Donc, je me suis dit, autant switcher tant qu'il est encore temps. Et donc, je fais 1 an. Un master. Et tu nous lis maintenant alors qu'on a préparé ça pendant des heures. On va ajuster toutes les missions autour de tes études d'histoire. Exactement, parce que c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, on est là pour parler un peu de l'évolution du cursus. Pas du tout. Pas du tout. Mais donc plutôt, en première question, tu viens de dire, t'as changé d'études, mais surtout, est-ce que c'est une bonne situation, ça, influenceur woke sur TikTok ? Alors, une bonne situation, je sais pas si c'est le mot, mais bon, en tout cas, pas moins qu'un autre domaine sur... si, on est plus exposé aux critiques, etc. Mais je pense que dans tous les cas, t'es exposé aux critiques, peu importe le sujet sur les réseaux sociaux. Et comment tu le gères, toi, ça ? Moi, honnêtement, ça fait quand même 5 ans que je suis dessus, mais de base, je faisais pas de politique sur les réseaux sociaux, c'était plus de l'humour, etc. Et déjà là, en fait, je voyais qu'il y avait de la haine. Donc honnêtement, moi, là, aujourd'hui, en fait, je regarde pas. Je vous avoue, sur TikTok, il y a moyen de pas regarder, en fait. Juste, je scroll et je vois les stats et en fait, je regarde pas trop les commentaires. Après quelques recherches, on a découvert que tu avais commencé TikTok en 2022. En 2020. Ouais, en fait, désolé, vous avez fait plein de recherches, mais en fait, moi, il y a plein de vidéos à moi qui sont archivées. C'est là où je voulais en venir. Ouais. Et parle-nous un petit peu de ces archives. Donc, de base, moi, j'ai commencé ça en 2020 pendant le Covid. Comme plein de gens, en fait, je pense, plein de TikTokers qui sont connus aujourd'hui ont commencé à cette période-là. Et c'était plus des vidéos humoristiques. Franchement, c'était pas très relevé. Non, mais raconte-nous. À 100 000 likes, il republie une vidéo humoristique. Oh mon Dieu. Je pense qu'il y a moyen de trouver des extraits publiés sur d'autres comptes, parce que des fois ça circulait même au-delà de mon compte, parce qu'il y avait des gens qui retéléchargeaient et qui republiaient avec... voilà. C'est noté pour les montages. Il y a moyen. Ne nous cherche pas. Bonne chance. Mais du coup, et qu'est-ce qui t'a amené du coup dans cette transition de l'humour à la politique, même si j'avoue que la politique c'est quand même souvent rigolo. En soi, oui, c'est vrai que je fais toujours un peu de l'humour, de temps en temps, j'en joue. Mais donc du coup, en fait, j'en avais un peu marre parce que je devais toujours faire la même chose pour que ça fonctionne et qu'il y ait des likes, etc. Enfin vraiment, je grandissais. Et, moi, les sketchs sur les profs et sur les influenceurs, c'était plus trop ce qui me correspondait. Et entre-temps, en fait, j'avais envoyé une lettre de motivation spontanée au parti écolo pour la com, parce qu'ils cherchaient quelqu'un, mais bon, pas un étudiant, mais donc voilà, j'avais envoyé cette lettre, ils m'ont pris, et donc moi c'est comme ça que je suis rentré dans la politique, alors que de base, franchement, j'étais pas du tout politisé, mais donc du coup, je me suis politisé via ce job-là, et c'est là où en fait, progressivement, mon contenu, il a changé, et je fais plus du contenu politique aujourd'hui, quoi. Ok. Et à ton sens, est-ce qu'il y a une forte évolution ? Parce que bon, ça fait quand même quelques années. Sur les réseaux sociaux, c'est une éternité, finalement. Déjà 5 ans, c'est quand même beaucoup. Donc, tu as commencé quand TikTok était encore le truc vraiment des jeunes, on va dire. Il a dit jeunes. Oui, c'est vrai. J'ai marqué sémantiquement la séparation générationnelle. Mais mais en gros, donc en 5 ans, est-ce que TikTok a fort évolué ? Quel est un peu ton regard par rapport à ça ? Franchement, moi, je vois une différence. Au départ, c'était quand même plus bienveillant en 2020. Là, c'est devenu un peu un Twitter numéro 2, quoi. TikTok, c'est hard, je trouve.
franchement beaucoup plus que les autres réseaux sociaux. Les gens se lâchent fort, quoi. Et il y a beaucoup plus de faux comptes, etc. Ouais, non, franchement, il y a eu un changement. En fait, de base, TikTok, c'était Musical.ly. Et donc, c'était vraiment des gens qui dansaient et tout. C'était très bienveillant, finalement. Puis après, au fur et à mesure, l'application est devenue TikTok. On a pu faire d'autres formats avec des vidéos plus longues, 1 minute, puis après 10 minutes. Et en fait, ça a, je pense, amené déjà beaucoup plus de gens. Et donc, forcément, les gens bienveillants ne se sont pas retrouvés seuls très longtemps. Et donc, aujourd'hui, il y a un peu tout le monde. Et voilà, c'est les réseaux sociaux, quoi. Et quand tu dis les gens se lâchent, t'entends quoi par là? Franchement, un peu comme Twitter, quoi, finalement. Enfin, X aujourd'hui, il y a plus de limite, hein, honnêtement, dans les commentaires, etc. Moi, j'ai déjà vu des trucs horribles. Enfin, les gens ils se rendent pas compte de ce qu'ils écrivent, quoi. C'est vraiment du direct, etc. Ouais. Mais puis maintenant, t'as cette dynamique de pressing, comme on appelle, mais qui est typique de TikTok. Enfin, c'est vraiment propre à TikTok. C'est-à-dire. Mais donc, je peux prendre un exemple. Parfois c'est justifié, hein, mais donc du coup, par exemple Isabeau de la Tour, je sais pas si vous voyez c'est qui. Oui, bien sûr. Il y a eu une story qui a recirculé où en fait elle avait partagé le jour du 7 octobre, pray for Israel, etc. Enfin bon voilà. On en pense qu'on veut, mais bon voilà, elle a perdu 40 000 abonnés ou je ne sais quoi, vraiment beaucoup, non même 400 000, je sais pas, mais voilà. Et donc franchement, elle s'en est pris, mais plein la gueule. Alors, franchement, qu'on prenne position ou pas, voilà. Mais c'est des dynamiques propres à TikTok où, en fait, on va s'acharner sur une personne au lieu de s'attaquer au vrai problème, je pense que c'est pas Isabeau de la Tour qu'elle ait partagé une story Pray for Israel. Je pense que les Palestiniens ils s'en moquent un petit peu. Mais voilà, ça c'est mon avis. Mais donc du coup il y a ce genre de dynamique propre à TikTok qui sont vraiment de la haine pure et dure, quoi. Et est-ce que tu penses qu'il y a une évolution dans le fameux, on parle toujours des algorithmes, etc. C'est toujours fort obscur, hein, tout ça. Mais est-ce que tu as, toi, vu une évolution? Tu disais tantôt que tu devais toujours faire la même chose dans les vidéos d'humour, tu as envie d'évoluer, etc. J'imagine que tu entends aussi ce qu'il fallait mettre en avant pour que ça fonctionne bien, l'algo. Est-ce que tu as vu une évolution de ça? Ou bien ça reste un peu dans le même... Niveau de l'algorithme, là, je ne saurais pas te dire. C'est pas perceptible. Après, peut-être qu'au-delà de l'algorithme, c'est aussi les contenus qui sont publiés maintenant qui ont évolué. Donc, si forcément t'as énormément, on va pas se mentir, d'un temps t'as énormément de contenus de droite ou d'extrême droite, forcément, voilà, l'expérience sur le réseau va montrer que oui, l'algorithme va favoriser ça. Mais est-ce que c'est l'algorithme vraiment ou est-ce que c'est le contenu? Et justement, Margot, toi, tu t'es lancée sur TikTok. Je fais mes propres transitions. La transition est incroyable. Margot, tu as découvert TikTok tout récemment. Tu as ouvert un compte pour faire cette chronique. Oui, voilà. Aujourd'hui, je suis là pour vous annoncer une grande nouvelle. Après 3 ans de résistance, à passer pour une vieille dame auprès des gens qui sont nés un tout petit peu plus récemment que moi, j'ai créé un compte TikTok. Alors, motivée par un peu de curiosité sociologique, par la pression du thème de cette émission et par un peu d'ennui dans la voiture, j'ai franchi le pas. J'ai donc débarqué, comme ma grand-tante Marthe, dans une soirée techno, dans un monde inconnu, stimulant, afin de vérifier quelque chose. En effet, j'ai plusieurs fois lu et entendu que les algorithmes participaient à la polarisation des opinions dans nos sociétés et qu'ils menaient facilement, voire trop facilement, vers des contenus d'extrême droite. J'ai ainsi décidé de mourir moins conne et de mener humblement ma propre enquête à partir de mon petit compte tout frais et vierge du moindre abonnement. Je suis partie de la rubrique « Pour vous », parce que même TikTok me vous voit, et j'ai simplement liké des vidéos proposées en ne m'abonnant à aucun compte et en ne menant aucune recherche. J'ai commencé à 17h59 en likant une vidéo de course-poursuite à Bruxelles. À votre avis, je cache la réponse, à quelle heure suis-je tombée sur le premier contenu « Si tu n'aimes pas ce drapeau, quitte mon pays ». À quelle heure tu l'as liké? 17h59. Je sais pas, 18h02. 18h. À 18h, j'ai eu l'immense plaisir de liker, non sans un arrière-goût de vomi dans la bouche, une vidéo de la présidente du groupe dit féministe d'extrême droite, arborant ce fameux slogan. À 18h01, je tombais sur le contenu d'une section du parti de Marion Maréchal Le Pen, chanceuse, et quelques minutes après, je me retrouvais face à un groupe de jeunesse identitaire ostensiblement raciste et extrémiste, pour finir devant les premières vidéos carrément hostiles aux femmes voilées à 18h14. Quelle longue expérience.
Il m'aura donc fait lu à la force de mon petit pouce. 1 minute pour tomber sur du contenu d'extrême droite et moins d'1 quart d'heure pour arriver à des vidéos qui m'ont presque fait culpabiliser de mon expérience. Autant vous dire que depuis, j'ai bien ramé pour parvenir à des suggestions plus en accord avec mes idées et que Guillaume a gagné une abonnée. Alors, cela peut paraître normal pour certains. En effet, si j'aime des vidéos sur les gâteaux au chocolat, les réseaux vont forcément me proposer du contenu qui va pas être compatible avec un régime pauvre en glucides. Rappelons que les algorithmes sont donc l'ensemble des règles informatiques que les plateformes utilisent pour trier, classer et afficher du contenu personnalisé aux utilisateurs. Sauf qu'il y a une différence avec l'expérience que moi j'ai vécue, parce qu'avant de tomber sur du contenu très patriotique et identitaire de la présidence de Némésis, je n'ai liké aucune vidéo relayant des idées ouvertement de droite et encore moins d'extrême droite. Et en plus, mettre un cœur sur cette vidéo, certes très connotée, m'a propulsé dans le parti d'une Le Pen. L'algorithme ne m'a pas simplement proposé du contenu personnalisé, il m'a attiré, plutôt par là, vers des idées, des propos et des vidéos de plus en plus extrêmes. Le but des algorithmes, on va pas se mentir, c'est de nous faire rester le plus longtemps possible sur les plateformes. Ils favorisent ainsi les contenus qui suscitent des réactions et des émotions fortes. Ça, l'extrême droite, elle l'a bien compris, en inondant les réseaux et en le faisant avec des contenus brefs et percutants. Pas folle la guêpe. Le fond et la forme se mélangent pour devenir des pilules de plus en plus faciles à faire avaler. Il est donc nécessaire d'en prendre la pleine mesure, mais plus encore. La méfiance à l'égard des médias traditionnels, dont ils sont en partie responsables, et la place des réseaux sociaux dans nos vies participent à la montée mondiale de l'extrême droite et du fascisme. De plus, certains propos, certaines idées commencent à se banaliser, voire à devenir à la mode, et sont maintenant repris par des membres très, très importants de partis dits traditionnels. Alors que faire ? Il faut savoir se montrer critique vis-à-vis de nos propres modes de consommation sur les réseaux sociaux. Arrêtons de scroller sans prendre le temps d'apprécier des vidéos plus longues, factuelles ou engagées pour la défense des droits humains. Montrons aux algorithmes que l'intelligence collective, les contenus progressistes et nuancés, parce que oui, la nuance existe encore, créent aussi de l'interaction. Likons, partageons, commentons, créons, soutenons le contenu que nous aimerions voir remporter la bataille des idées sur les réseaux sociaux et plus encore. Dans un monde où la voix de chacun compte, utilisons tous les moyens possibles pour la faire entendre, du like jusqu'aux urnes. Il faudrait juste un petit coup de pouce, pour un monde meilleur. Merci Margot. De rien. Et du coup, Guillaume, c'est quoi tes top 5 comptes à suivre pour... Ça, il fallait me demander avant. Non, catcher. Je veux la spontanéité là. Pour que je puisse avoir des vidéos cool dans mon feed. Oui, cool. Non, pas des vidéos d'extrême droite. Comme ça, Margot, elle a enfin... Pour rééquilibrer la balance. Il faudra mettre les pseudos si on fait une vidéo, parce que là, je sais pas, c'est des pseudos compliqués, mais il y a Fabiola. Oui. Bon, c'est une fille qui a elle doit avoir 24 ans, et elle fait vraiment beaucoup de vidéos didactiques, mais elle est hyper intelligente, franchement. Cette fille, elle fait que lire, elle est vraiment, c'est une bible, quoi. Donc il faut suivre Fabiola. Qui est-ce que je pourrais recommander? Je me suis abonnée à Blast. Ah oui, Blast. Ah mais oui, sinon il y a je pensais que c'était plutôt des personnalités, mais non, sinon les comptes, les producteurs de contenu, peu importe. Hein. Ok, alors moi en effet j'aime beaucoup Blast, j'aime beaucoup l'Humanité, Le Monde, voilà. Plus moins radical, mais très très didactique, et ils s'adaptent super bien aux réseaux sociaux. Ils ont super bien compris les codes. On fait un podcast maintenant qui est vraiment sympa. L'heure du monde, 20 minutes, c'est quali. Ouais. On n'a pas le temps pour écouter les clés d'un Euroisen. Nickel. Et sinon, mais on est sur TikTok ou sur les réseaux sociaux en général? Ouais, tu peux y aller. C'est large. Parce que sinon, moi j'adore RTBF Info. Je trouve qu'ils font du chouette contenu. C'est vrai. Voilà. Le service et public. Guillaume Segers. Évidemment, et pour les communs, je pose ça là. Il manque une équipe derrière pour Radio être totalement au taquet, parce que là, le contenu se fait rare. Mais c'est compliqué de suivre l'actu. Et surtout, il y a ce côté, parce que aussi nous, on essaye d'être vraiment dans l'actu, la continuité et tout. Et je trouve qu'il y a ce côté, quand tu veux réagir à l'actu, t'as l'idée, tu veux envie de faire quelque chose, puis t'as pas le temps de le tourner ou quoi, et le lendemain, c'est déjà parti. Il y a vraiment ce côté... immédiateté. Ouais, c'est ça, mais comment dealer avec ça, quoi. Et ça, c'est un peu une réflexion qu'on a aussi avec le collectif ici, toujours se dire comment on peut essayer d'être dedans sans non plus... Enfin voilà, bref, je pars dans mon truc tout seul, mais c'est vraiment ce côté... Je relate. Mais c'est ça, mais donc... Bref, il y a du boulot. Du coup, on va aller tout de suite sur un petit jeu. On va enchaîner. Okay. En jeu. En hyper original, donc on est sur un gros tu préfères. Ok. Simple. Réponse directe. Je ne veux pas le moindre doute. Je veux de la franchise. Le souffle tremble. On a été méga sympa. Tu préfères
Aller au mariage de Thibaut InShape ou à l'enterrement de Charlie Kirk? On a été méga sympa. Bim. À l'enterrement de Charlie Kirk. Mais moi, à la base, je pensais ça aussi, mais je me dis que finalement, aller au mariage de Thibaut InShape et me faire rincer toute la journée, me mettre une murge, pas possible, aux frais de l'extrême droite. Mais Et tu rencontrer peux aussi Juju. te mettre une murge Ah, à un l'enterrement enterrement. de Charlie Kirk. On ferait l'extrême droite. C'est vrai. Oh là C'est là, l'objectif. le Ouais. problème- on va se faire défoncer. Hein. Ok, next. Victor ou Sarah? Sarah, c'est qui? Star Academy. Ah, pardon. Victor. Victor? Ouais. Vraiment? Ah oui, oui. Musicalement? Voilà, je trouve qu'il incarne quelque chose. Après Sarah évidemment aussi, mais bon, moi je m'identifie plus à lui. Évidemment. Moi, je comprends. Moi, j'étais team Sarah, mais je t'en veux pas. Tu préfères plus du tout de pollution dans les eaux à Écosine Ok. ou plus du tout de voitures à Bruxelles? Mais Tu dois choisir entre ton papa et ta maman. moi, allez, non, parce que sinon on va encore dire que les écolos ils sont anti-voiture et tout. Non, allez, je vais dire plus de pollution dans les eaux écosines. Mais donc du coup, ça veut dire dans les environs aussi, hein, parce Oui, que mais bien les eaux, sûr. voilà, il y a pas de Oui, parce frontières. que, parenthèse, on identifie des hotspots, mais je suis sûr que si on teste tout. Mais moins de voitures à Bruxelles, ça serait bien aussi. Mais ça, je pense que. Mais je crois que même les gens qui roulent en bagnole, qui vont tous les jours, etc., qui n'ont pas le choix de prendre la voiture pour la Bruxelles, seraient contents qu'il y ait moins de bagnoles à Bruxelles. Parce que les 2 heures pour quitter le ring. Enfin bref. Tu préfères 1 million de followers en plus sur TikTok ou une semaine avec Beyoncé? Une semaine avec quoi, Beyoncé? Bon, moi Beyoncé, je suis pas plus fan que ça. Ah, j'aurais essayé. C'était sûr. Moi non plus, trop pourquoi je dis jeune. ça? J'ai 100. Ah tu sais. oui, non, bah, de toute façon, C'était il y a Ouais, 10 ans, Beyoncé. Mais oui, j'allais Ah, mais dire. tu vois, mais Aujourd'hui, Mais c'est moi, avec Rosalia. 1 million de followers sur TikTok, je peux voir Beyoncé. Hein, Bah oui, 1 million, c'est beaucoup. Hein. j'avoue. C'est vrai, ça. Ouais, non, le million. C'est énorme en fait. Le million. Ouais, Le million. c'est la file, quoi. C'est voilà, on parle beaucoup ici depuis le début, donc réseaux sociaux, etc., influence, pour l'influence, etc. Mais du coup, aujourd'hui, je l'ai évoqué en introduction de l'émission, ça pèse énormément dans la question politique, ça pèse énormément sur comment on construit notre démocratie, comment on vit notre démocratie. Mais finalement, il y a quand même un truc qu'on souligne, on en parle régulièrement, mais on oublie parfois de le souligner, c'est que finalement, tout ça est quand même contrôlé par des industries privées qui ont des intérêts économiques, voire politiques, très clairement. Et justement, l'élection de Trump nous a bien montré de quel côté ces entreprises préféraient se positionner. Et dès lors, Nico, C'est mon tour, c'est ça? qu'est-ce qu'elles ont à dire les GAFAM là-dessus? Dis-nous tout. J'ai 2 questions. C'est Est-ce qu'on peut les gros mots? Oui. Les blagues sur pipi? Oui. Alors on y va. Alors comme j'y pense chaque matin en touillant mon café depuis quelques mois, avant d'écrire cette chronique, j'ai demandé à ChatGPT, salut T1000, T1000 pour ceux qui connaissent pas, c'est dans Terminator 2. Comment ça va les affaires pour toi et les GAFAM depuis le retour de Trump au pouvoir? Dis-moi un petit peu. Une question très sérieuse, parce que oui, rappelez-vous, qui a été grand soutien de ce bon Donald à sa seconde investiture? Mark Zuckerberg, le grand patron de Facebook, enfin l'inventeur. Et oui, mais pas que lui, hein, tous les GAFAM sont venus lui serrer la main quand celle-ci n'était pas remplie d'1 million de dollars destinés au nouveau préfet des USA. La réponse du robot, pas terrible, peut-être parce qu'il est un petit peu dans un parti pris de ChatGPT, hein, il devrait peut-être se remettre en question au lieu de m'apprendre comment je dois écrire mes chroniques. Bref, une réponse pas folle, peut-être aussi due à l'allusion à Terminator 2, le jugement dernier, et au fascisme. Bref. Mais pour en revenir à ce film culte de James Cameron, il est passé où ce foutu jugement dernier? Parce que, rappelez-vous, on s'en inquiète un petit peu moins aujourd'hui, peut-être dû à la présence d'un génocide, mais rappelez-vous, les infos en janvier, Donald is back. Tout le monde se chie dessus niveau intelligence artificielle, et eux, les GAFAM, de leur côté, ils ouvrent les vannes dans le plus grand des calmes, tout en récoltant goutte à goutte toutes les urines de la Maison-Blanche, rapport aux vannes. Moi, de mon côté, je dormais plus sans une photo de Schwarzy sous l'oreiller. Et on était qu'en janvier. Janvier, c'était Terminator 1. Donc bref, l'année s'annonçait longue, très longue, comme un mois de novembre où il fait noir à 14h. Alors aujourd'hui, ça fait 300 jours et des brouettes que Trump is back. Le mois passé, tous les grands patrons de la tech américaine, Meta, Apple, Microsoft, OpenAI, etc., ont encore tous soupé à la Maison Blanche, un peu comme chez mamie, une fois de temps en temps pour récupérer sa dringuelle, quoi.
C'est limite à se demander comment ils ont fait pour tenir une fourchette tout en polissant continuellement le manche de Donald. Et là, je reste poli parce que chez Papy Donald, la dringuelle est bonne, très très bonne. Parce que depuis janvier, les GAFAM ont continué de s'en mettre plein les poches, tout en investissant massivement dans l'intelligence artificielle. Et dans l'utilisation de nos données, ça on n'en parle pas trop. Alors que pas mal d'entreprises aux États-Unis évoquent des complications, eux, les GAFAM, en 3 mois, ils ont généré 158 milliards de dollars de profit. Alors à ce prix-là, ça vaut bien un petit polissage de manche chez Papy Donald de temps en temps. Pendant ce temps, je le rappelle, les Palestiniens sont toujours victimes d'un génocide en cours, ponctué par des semblants de cessez-le-feu torchés avec le cul de Benjamin et Donald. En parlant de cessez-le-feu torchés avec le cul, la guerre en Ukraine a causé jusqu'à présent des centaines de milliers de morts et est aujourd'hui l'un des conflits les plus meurtriers en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. La guerre au Congo a fait plus de 7000 morts depuis janvier. La guerre au Soudan a tué entre 30 000 et 150 000 personnes en plus de 2 ans. Elle a aussi poussé 11 millions de personnes à migrer, dont au moins 3 millions à l'extérieur des frontières. Toutes ces personnes tuées avec les armes des États-Unis, de la Chine, de la Russie, de la Turquie, de la France, etc., mais aussi avec celles de la Belgique. On n'oublie pas la présence des super-feux, les océans qui se réchauffent aussi vite que mon front quand je parle dans un micro, et toutes les catastrophes passées et à venir liées au réchauffement climatique. On n'oublie pas non plus que nos gouvernements sont toujours très très à droite, et que réformer c'est un bien joli mot, mais qu'il ne faut pas non plus chier sur les droits humains. Alors l'actualité, depuis janvier, elle n'a pas chômé. On a presque oublié les dangers liés à l'intelligence artificielle, et en même temps, quand on voit tout ça, qui peut encore avoir peur des robots? Alors sur ce, bon jugement dernier à tous, et merci de m'avoir écouté. Merci. Les GAFAM, on adore. Est-ce que suite aux élections et de voir un peu cette investiture, moi j'ai vraiment cette image, et je pense que tu repartais de ça dans ta chronique, le côté, cette image de tous les patrons de la tech à l'investiture de Donald Trump. Moi, personnellement, c'est un truc qui m'a... si j'en parle dans ma chronique, c'est qu'en janvier, j'ai vraiment arrêté tous les réseaux sociaux suite à l'élection de Trump. Et quand j'ai vu, en fait, les gars qui ont inventé tout ça vraiment côte à côte avec Trump et ce qu'il allait faire et lui donner de l'argent, et inversement, je trouvais ça terrifiant, même si j'avais pas les détails très techniques, mais pour moi, je vois le dollar derrière tout ça, évidemment, mais en même temps, je trouvais ça très toxique. Et vraiment, je me suis dit, ça fait déjà quelques années que je veux quitter ces réseaux, que je trouve un côté toxique derrière tout ça, et là, vraiment, c'était le point d'arrêt, quoi. Je me suis dit, allez, c'est bon, je peux plus être là-dessus. Toi, par rapport à ça, tu recommanderais quoi en fait finalement? Est-ce que on quitte le bateau, on quitte le navire, ou alors justement on l'investit encore plus et on essaye de répondre à ça? C'est un débat qui est compliqué. Parce que c'est team Nico ou team Margot du coup par rapport à nos chroniques. Oui, mais j'allais rebondir sur toi parce que du coup, en effet, soit on se met tous d'accord et on dégage tous de là, mais je pense que personne va nous suivre. Bien alors, en effet, on est dessus et on essaye, parce que le pouvoir il est au peuple dans tous les cas, même sur les réseaux sociaux. Et donc, si on se met tous d'accord pour partager, pour donner de la force au contenu qui en vaut la peine et qui, en tout cas, est antifasciste et va dans le sens contraire de l'essence même de la plateforme, alors je pense que c'est la solution. Mais en même temps, en effet, à tout moment, la GAFAM, elle peut dire on censure, c'est sûr. Donc c'est très compliqué comme question. Voilà. Moi, pour l'instant, c'est vrai qu'on voit qu'on est les contenus de gauche sont un peu moins mis en avant que les contenus de droite. Mais bon, quand même, il y a encore, je pense, une place pour nous et on est là. Mais après, le nouveau maire de New York l'a prouvé. Ce que j'allais dire, Zoran Mamadi, qui objectivement, il a slay Instagram, mais c'est incroyable ce qu'il a tapé. Il n'y a pas que lui. Il y a Zach Polanski aussi en Angleterre qui vraiment réussi à avoir une vraie communication. Est-ce que peut-être parce que nous on est un peu loin, et moi j'avoue que tout ça je le perçois d'abord par les réseaux sociaux et puis à un moment donné la RTBF en parle et puis après les autres médias s'y mettent, mais moi j'ai vraiment perçu d'abord la campagne de Zoran qui a émergé principalement sur Instagram et tout, quand on voit un peu d'Europe et on se dit waouh, c'est incroyable le truc, mais ces vidéos elles sont incroyables. C'est des classiques, t'en regardes une, tu dis tout de suite ok d'accord, j'aurais rêvé avoir cette idée. Et Zach Polanski, donc le leader des Verts en Angleterre, c'est la même chose, droit au but, et le gars arrive à faire un truc incroyable, c'est-à-dire qu'il arrive à être simple en étant écologiste. Ça, c'est incroyable. Et donc, finalement, c'est peut-être là aussi l'exemple que c'est possible, mais du coup,
Est-ce que c'est typique, parce que moi je le vois plutôt via Instagram et compagnie, est-ce que c'est plutôt des cas exceptionnels de cas de communication pratique, ou est-ce que finalement on arrive quand même, on pourrait reproduire cet essai, tu penses? Voilà, c'est un peu, voilà, mais est-ce qu'on pourrait reproduire ce genre de choses en Belgique, en France, ailleurs Je pense. Après, les situations sont différentes. Par exemple, les Verts en Angleterre, ils n'ont jamais été au pouvoir, etc. Donc c'est un cas de figure quand même complètement différent. À New York, en effet, c'est les démocrates, mais bon, il était le porteur d'un projet totalement nouveau. Mais je pense que c'est possible. Même en Belgique, la situation est compliquée, mais je pense que c'est possible. Est-ce que c'est pas du coup lié au fait qu'on super personnalise une campagne? Et donc, à un moment donné, est-ce que finalement ces réseaux ne forcent pas la politique à devenir quelque chose d'hyper personnifié? Bon, en disant ça, c'était déjà le cas il y a 100 balais, hein, mais j'ai l'impression qu'on a une espèce d'air de passage. On a beaucoup parlé de co-construction, de participation, de tirage au sort, de trucs. On a un peu retiré de l'individu la question publique pour en faire une chose absolument collective. Créer un peu des vedettes de la politique. Ouais, c'est ça. Mais du coup, la question se pose aujourd'hui. Moi, j'avoue que fondamentalement, dans mes convictions, je suis un peu pas allergique à ça, mais j'ai un peu ce côté où je me dis, c'est dommage de super personnifier. Et d'un autre côté, ça marche. Mais... Je pense, oui. Oui. Je sais pas trop comment me positionner non plus par rapport à ça, mais en effet, en tout cas, les réseaux sociaux d'office, que ça pousse à la personnification à outrance. Et est-ce que si ça marche, il faut aller vers là? Moi, je pense que oui, mais c'est sûr que ça a des aspects positifs et négatifs, c'est certain. Et rester conscient, parce qu'on évoquait tantôt le fait de se retirer potentiellement d'un réseau. Moi, j'avoue que j'avais fait le choix de me retirer de Twitter. Je déciderai que ça s'appellera toujours Twitter. Et j'avoue qu'en fait, j'étais un peu en mode, oui, c'est un acte militant. En vrai, tout le monde s'en fout. Je suis retiré de Twitter. Moi, je suis personne sur Twitter. Voilà. Mais surtout, moi, ça m'a fait du bien de ne pas avoir accès à cette application parce qu'objectivement, c'était toxique et j'y passais beaucoup de temps. Beaucoup de temps à lire les commentaires, etc. Et donc, finalement, je me pose la question parce que là, on a évoqué le fait de se déconnecter pour un peu, est-ce que c'est un impact ou pas? Mais il y a aussi la question, et j'ai l'impression que ta démarche était plus là-dedans aussi, Nico, c'est se déconnecter pour se sauver aussi, en termes de santé mentale. Et du coup aussi, cette question d'engagement sur les réseaux, etc. On évoquait la question du lien avec les trolls ou quoi qu'il peut avoir. Mais en termes de santé mentale et de perception, etc., comment on peut se positionner aussi et comment, un peu quel usage des réseaux sociaux on peut avoir pour peut-être éviter de se bouffer le cerveau, quoi. Moi, je pense que créer du contenu, ça balance. Parce que c'est vrai que quand t'es en tant que spectateur, en fait, tu vois que souvent tu vois que le négatif, alors que moi par exemple si je crée, je sais que j'ai apporté tu vois, j'arrive pas trop à l'expliquer, mais je fais moi ça me permet de contrebalancer ce truc, quoi, et je me dis moi j'apporte ma part et franchement c'est mieux que de rien faire. Puis, dans toute cette histoire de est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je dois investir avec mes propres idées, les réseaux sociaux, etc., je pense qu'il faut pas oublier que, comme l'a justement dit Nico, tout ça, c'est une question de dollars. Et donc, je pense que même si c'est avec des idées qui plaisent pas fondamentalement aux personnes qui sont à l'arrière de tout ça, si ça permet de faire marcher leur plateforme, je veux dire, s'ils avaient voulu un moment cancel le compte de Zoran Mamdani, ils l'auraient fait, mais sauf que ça rapporte des vues, ça rapporte de l'interaction par des plateformes, et donc je pense, en tout cas de mon point de vue, que déserter la chose, tant qu'on se met pas d'accord que la moitié de la population mondiale déserte les applications, ça n'aura pas d'impact. Par contre, si on inonde avec nos contenus, si on fait réagir des trolls, je veux dire, un troll, c'est plus, ça pue, ça moche, c'est con, ça dit des conneries, mais ça crée des commentaires, et ça crée des commentaires, ça crée de l'interaction, et donc voilà, ça fait tomber des dollars derrière. Faut que j'arrête de le prononcer comme ça. Ça fait tomber des dollars derrière. Ça fait tomber des dollars derrière, et donc je pense qu'il faut rentrer dans la bataille, mais avec nos propres armes et en gardant le cap de nos propres armes et de nos propres idées, quoi. Et moi, si je peux rebondir là-dessus, mais du coup, est-ce qu'on continue à utiliser ces plateformes qui ont été conçues avec une certaine dose de toxicité, et maintenant on voit la toxicité des grands patrons qui sont là derrière, donc est-ce qu'on continue là-dessus, ou justement on tente autre chose, des alternatives? Je sais que quand Trump est arrivé au pouvoir, il y a eu beaucoup d'alternatives qui ont émergé en Europe, mais qui ont flop. Blue Sky, par exemple. Pardon ? Blue Sky, qui est une alternative qui marche encore, plus ou moins. Ouais, ça reste pas aussi terrible, massif, quoi. C'est l'entre-soi, et donc on s'enfonce un peu dans ce bulle. Mais je veux dire, est-ce qu'on devrait pas tous sauter là-dessus et juste dire, on va arrêter d'essayer de sauver Instagram
J'aurais tendance à dire non. Mais En parce fait, que... la question, c'est comment? Ouais, déjà Ouais, comment tant que la liberté d'expression existera, tu pourras pas te permettre de créer un réseau social sur lequel tu dis ok, mais alors dès que tu as une idée un petit peu trop à droite, un petit peu trop extrême, sur quoi tu peux te baser? Et alors surtout, je pense que de nos jours, tu peux pas créer ce genre de plateforme sans t'appuyer sur de l'intelligence artificielle, sans t'appuyer sur des algorithmes. Et donc, je pense qu'ils vont toujours finir par contrebalancer et par mettre autre chose aussi en face dans la balance. Oui, et pour un peu conclure le débat, il y a aussi le fait que ça reste des outils commerciaux, on l'a dit, donc ça reste des endroits où il y a de l'interaction, et donc in fine, tant qu'il y a de l'interaction, le réseau, c'est du business, quoi. Et donc ils vont aller dans la direction dans laquelle le business va devoir les mener, là où les gens sont finalement. Et je veux juste conclure sur ce point en reprenant ce que tu évoquais tantôt, le fait de produire du contenu sur les réseaux, et vraiment insister là-dessus, parce que j'avoue que moi ça m'a, je vais pas dire sauvé, mais à un moment donné beaucoup aidé sur la perception des réseaux sociaux et sur la façon dont on peut vivre ça au quotidien. C'est que quand tu te mets à produire du contenu, bon, il y a le côté un peu troll qui peut arriver, qui est pas toujours évident, mais ça fait du bien en fait, parce que tu as un peu le sentiment que ok, tu te laisses pas faire, et qu'il y a un peu ce côté tu participes, etc. Bref, ça fait du bien. Abonnez-vous au Point des communs. Exactement, super transition. Ce que j'allais dire maintenant, un petit instant pub. Si vous êtes toujours là, et c'est sans doute que votre contenu vous plaît, parce que nous, on aime bien, hein, mais on aime bien que vous soyez là. Alors n'hésitez pas à lâcher un petit like, un des commentaires, on appuie sur la cloche. Je sais même pas s'il faut encore appuyer sur la cloche aujourd'hui C'est sur YouTube. Ouais, je crois qu'il faut encore. Bref, voilà, ça montre que je le fais tout le temps. Alors sans transition, après cet instant pub, Guillaume, un petit questionnaire. En tant qu'étudiant en histoire qui est passé en sciences politiques, si tu voulais changer de prénom, tu choisirais Marc Aurèle, parce que quand même Rome, Napoléon pour le côté stratège, Fidèle mais sans cigare, ou Louis pour le goût incroyable des mangues. Louis. Ah très bon choix. Voilà, c'était donc ça le questionnaire de culture générale. J'ai pas la rêve des mangues. T'as pas les mangues? T'as jamais goûté une mangue aussi bonne? Je voulais pas me paraître ridicule. T'as pas la rêve? Mais non, pourquoi Louis et Louis mangue Mangue. Louis Sarkozy? Non, Il aime les c'est pas mangues. possible. Mangue avec Louis Ah oui. J'ai les tatous, j'ai la muscu, j'ai le... En fait, en gros, il y a une séquence il descend de sa grosse moto et puis donc ça fait flop complet. Et en fait, il raconte qu'une fois, il a monté à cheval pendant 2 heures et puis il a mangé une mangue. Faut la voir la vidéo. J'ai goûté une mangue en Colombie. Après 1h30 de balade à cheval, je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. Bon, voilà comment on flop. Il est plus en histoire. Mais il a ce qu'il préfère. Il n'y a rien qui va. Quoi. Et du coup, Thibaut, présente-toi. Moi, c'est Guillaume. Oh putain. Allez, non, mais pour avancer, donc on a parlé beaucoup questions influence, questions réseaux sociaux, etc. Mais on parle beaucoup des influenceurs. On a évoqué un peu quand même la sphère. On a évoqué c'était top 5 un peu des comptes à suivre. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions politiques. On a évoqué de Zahra Madani, on a évoqué de gens à un moment donné qui aujourd'hui donnent aussi de l'espoir sur les réseaux sociaux. Mais Margot, tu l'as évoqué dans ta chronique, il y a aussi quand même pas mal de gens. Ça reste quand même un vrai terrain de jeu de l'extrême droite. Ça reste un vrai terrain de jeu du conservatisme. On a évoqué rapidement Charlie Kirk tantôt. Il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui sont vraiment au service de l'extrême droite. Mais quelle est la place finalement des influenceurs aujourd'hui sur la question de la bataille culturelle qui se mène? Je pense qu'on a eu un peu de mal à arriver à ça, à l'accepter. Il y a eu un travail de fond qui a été fait pendant des années par l'extrême droite pour vraiment nous orienter, fenêtre d'Overton, tout ça, nous amener sur un segment du débat public. Et finalement aujourd'hui, quelle est la place un peu des différents influenceurs et surtout de ces influenceurs qui disent ne pas être politisés alors qu'ils le sont clairement. Genre Thibaut InShape. Ouais. Et donc finalement, comment identifier ça, comment agir par rapport à ça, Je pense que le mieux c'est d'expliquer, de faire du contenu plus pédagogique, etc. Parce que c'est vrai qu'à mon avis, il y a pas mal de gens qui se rendent pas compte des dynamiques que Thibaut InShape par exemple peut véhiculer et quel message il peut faire passer. Même si je pense que il essaye de faire un peu mieux pour l'instant. Enfin, je sais pas, je suis de loin, mais c'est vrai que c'est polémique sur polémique, mais j'ai pas l'impression qu'en fait il a un très mauvais fond. En fait, j'ai l'impression que c'est très inconscient chez lui, et donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à lui à le diaboliser. C'est très calculé. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Je te rejoins assez. Après, je suis de loin, donc voilà. Mais moi, je pense qu'il faut que quand des gens, qui ont les armes intellectuelles, etc., pour déceler certaines choses, qui se rendent compte qu'il y a un truc qui va pas et que ça peut engendrer
des problèmes par rapport aux jeunes qui consomment ce genre de contenu, bah, je pense qu'il faut prendre la parole et l'expliquer de manière bienveillante, parce que bon voilà, mais moi je suis contre ce truc de pressing où alors on va tous se mettre contre Thibaut InShape et on va le pousser au suicide, parce que c'est vraiment ça qui se passe quand voilà. Mais donc je pense que le mieux c'est d'expliquer quoi. Et surtout ce côté, j'aimerais bien t'entendre un peu sur ce concept qui est déjà passé qu'on entend parfois dans les milieux un peu militants, ce truc de pureté militante. Voilà, il faut absolument être parfait tout le temps, t'as pas le droit du moins ne faut pas, tout ce débat qu'il y a eu entre nous, est-ce que t'as dénoncé le Hamas, pas le Hamas, est-ce que t'as dénoncé machin, est-ce que t'es pro machin, est-ce que t'es... En fait, finalement, c'est beaucoup de bruit, et du coup, on n'entend plus le fond. Et donc, finalement, comment... Bon, tu l'as déjà évoqué sur la question de... Il faut expliquer, prendre le temps et tout, mais comment ne pas sombrer là-dedans soi-même? Comment ne pas... Voilà, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, par exemple, t'en es de te dire, tu fais de lâcher des commentaires qui sont peut-être un peu pressing sans le vouloir. Moi, personnellement, je crois que ça m'est déjà arrivé, malheureusement, en disant, mais enfin, pourquoi t'as dit ça, etc. Mais donc, peut-être un peu comment pas tomber là-dedans? Est-ce qu'il y a un type, c'est un petit... Bah, je pense que déjà créer du contenu, ça aide parce que du coup, tu reçois ce genre de commentaires et donc tu sais vite ce que ça produit quand t'en reçois. Et c'est vrai que moi, c'est le genre de commentaires qui me touche le plus parce que du coup, ça vient des miens, quoi. Des gens plus de gauche et tout. Et donc, ça me fait un peu de la peine. Et surtout que, bah, en fait, ça peut être constructif, mais des fois, c'est dit de manière tellement pas cool, quoi. En mode comme si on était les plus gros teubés de la Terre. Bah, je pense que si on peut, parce que c'est bien de dire, de pousser la personne à faire mieux, etc. Mais alors le dire de manière, je pense que la pureté militante, c'est juste sur la forme qu'elle est pas correcte en fait. C'est les gens qui viennent te dire que t'as mal fait quelque chose, mais qui te le disent vraiment pas gentiment. Alors que je pense que si les gens sont là et commentent en disant bon la prochaine fois t'as dit un truc, enfin tu vois genre moi par exemple il y avait une fille qui a utilisé dans un de ses posts crise migratoire. Pourtant c'est vraiment une militante, voilà. Elle est proche de Camille Etienne et tout ça. Ben, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, crise migratoire, c'est pas une expression qui est hyper humanisante parce qu'en fait, le terme crise s'emploie pas par rapport à littéralement un groupe d'humains, c'est une crise de l'accueil, pas une crise migratoire. Et en outre, le terme crise migratoire, c'est la seule expression qui se rapporte uniquement pour des humains, si tu veux. On parle de crise énergétique, crise économique, crise écologique. Crise migratoire, c'est la seule crise où on cible des humains en particulier. Et hop, comme par hasard, c'est des étrangers. Et qui plus est, parenthèse, crise migratoire qui souvent n'existe pas. Mais oui, voilà, c'est une crise de l'accueil. Il n'y a pas plus de migrants aujourd'hui, il y a mais pas donc, plus de... Voilà. Typiquement, parce que là, j'ai fait une grosse digression. Non, mais c'est très bien, c'est typiquement, là, j'ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, moi, de ce que je sais que c'est pas un truc qui s'emploie et qui est hyper positif, quoi. Et donc, elle a dit, bah, prochaine fois, je l'utiliserai plus, quoi. Il faut juste être gentil. Oui, c'est ça, et bienveillant, et pas oublier qu'il y a des êtres humains derrière, quoi, avant tout. Parfois, parce que dans mon énorme aventure d'un quart d'heure sur TikTok, je suis parfois tombée sur des très jolies femmes aux cheveux bien lisses qui te disent oui, je suis française, oui, je suis... Enfin, un truc très patriotique et avec clairement de l'extrême droite derrière. Et si tu cherches un peu sur le mur, la deuxième vidéo, quand elle se retourne, elle a 10 doigts sur les mains. Enfin, il y a plein d'IA. Moi, si elle a 10 doigts en tout sur les deux mains, c'est bien. Hein. C'est tout à fait vrai. Elle a 10 doigts. Elle a 10 doigts sur chaque main. Elle a enlevé ses talons, mais t'as l'impression qu'elle a encore des talons. Enfin, c'était clairement de l'IA. Et elle avait 1500 abonnés, je pense. Ouais, là-dessus, j'ai un peu une espèce de croyance, je pense, en tout cas de conviction hyper naïve, que peut-être que les jeunes sont peut-être moins vulnérables à ça. En tout cas, j'ai l'impression que la génération, peut-être plus la Gen Z aujourd'hui ou quoi, tombe peut-être moins dans le panneau de la question IA, ou se méfie plus du rapport aux réseaux sociaux, a peut-être un recul. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on dit tout le temps, ouais, les jeunes, ils sont hyper influencés, les jeunes... ils savent, ils ont pas de recul, ils font que swiper, etc. Moi, en vrai, les gars, ce qui m'inquiète le plus, c'est peut-être plus mes parents sur Facebook qui vont croire des dingueries incroyables. Et du coup, là-dessus, Guillaume, qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à ça? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les jeunes sont peut-être mieux armés que les oui, je vais pas dire les boomers, mais je vais le dire. Bon, après, nous, quand on aura l'orage, ça va être un autre truc et on va être les gros pigeons aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est sûr que j'ai l'impression qu'on se fait moins avoir parce que même moi, quand je vois ma mère, vraiment, elle se fait avoir, mais sur des trucs obvious. Je suis là, oh là là. Bon. Donc oui, je pense qu'on est mieux armé parce que du coup, littéralement, on a vu ce truc arriver et donc en fait, en tout cas, on a
conscience que ça existe, alors qu'en fait, la génération au-dessus, c'est pas dans leur tête. Ouais, ils ne voient pas forcément le mal. Ouais. Voilà. Mais donc Allez. tous ces trucs où il y a des gros accidents de la route et tout, et que tu vois que la jambe elle part dans tous les sens. Ma mère elle m'a montré une vidéo, elle a fait oh regarde et tout. Je dis bah maman. Bon, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Et donc, on a un peu englobé beaucoup de choses. On a encore beaucoup de choses à dire sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on pourra encore discuter comme ça une bonne heure, si on le voulait, pour encore voir plus loin. Mais donc, pour conclure, Guillaume, j'aimerais, si tu pouvais nous dire en 2 phrases, qu'est-ce qu'on peut faire tout à chacun aujourd'hui pour que le monde aille mieux? Bah, je vais me répéter. Mais donc, du coup, par rapport aux réseaux sociaux. Ouais. Ok, bon. Je pense il faut que plus de personnes produisent du contenu, parce qu'il n'y en a pas assez. Bon, si vous êtes de droite ou d'extrême droite, abstenez-vous. Trop tard. Là, vous n'êtes pas obligé. Et alors, il faut qu'on se motive à partager ce contenu. Même si on en produit, on le partage, etc. Et si on n'en produit pas, alors on like, on repartage, etc. Ou bien alors on déserte. C'est aussi une solution, mais voilà. Si on déserte, alors il faut qu'on déserte tous. Oui, parce Ça, que là, c'est si mon tout le avis. monde part, on va être tous seuls. Il n'y aura plus de partage. Non. Ouais. Bon, et après, n'oublions pas quand même que la vie politique, elle se fait aussi, et la vie démocratique IRL. Et donc, n'hésitons pas aussi à faire quand même d'autres actions et à faire du lien ailleurs, dans des cafés. Allez boire un chai à la latte. friterie, à boire un chai latte, voilà, exactement. À passer du bon temps. Et voilà, donc un grand merci à vous toutes et tous. Et donc, n'oubliez pas Merci à de l'équipe. vous abonner. On se retrouve pour le prochain épisode. Merci à vous. À l'équipe, merci au montage, merci à tout le monde. Et surtout, un grand merci Guillaume pour être Merci. venu aujourd'hui merci. nous Et partager d'avoir ton J'adore patienté. tourner. Ouais. Attends, on va faire Est-ce un qu'ils tour. savent qu'on est à Ouais, tourner Maintenant, ils le savent. Ah ouais. Ouais, je pense qu'ils le savent. Un grand merci. Merci.